Bonjour chers télénautes, bonjour cher Éloi. Encore une émission de Diagonale la leçon consacrée aux pions. Ce sont des fins de partie qui apparemment semblent simples, mais il faut les connaître sur le bout des doigts. Alors aujourd'hui, que vas-tu nous montrer ? Oui, alors la dernière fois, nous avions vu les finales de pions simples, c'est-à-dire roi et pion contre roi. Est-ce que c'est gagnant, est-ce que c'est nul? Il y avait différents cas. Donc là, vous avez bien sûr l'occasion de revenir voir cette première étape des finales de pions dans les différées diagonales. Les finales, donc, un pion suffit, roi et pion contre roi, est-ce gagnant, est-ce nul? Vous pouvez tout savoir en revenant dans les différées. Maintenant, plus compliqué. C'est-à-dire qu'on va s'attaquer aux finales de pions complexes avec plusieurs pions. D'accord. Alors là, aujourd'hui, tu vas nous montrer une arme terrible en finale de pions, c'est le pion passé éloigné. Voilà. Alors, pion passé éloigné, il est très fort. Pourquoi? Parce que c'est un pion passé. Alors, un pion passé, ça veut dire qu'il n'a plus d'opposant devant lui et donc que le chemin est tout tracé. Il n'a plus qu'à avancer et il n'a pas de pion adverse sur son passage. La seule chose qui peut donc arrêter un pion passé en finale de pion, c'est le roi. Alors maintenant, pion passé éloigné, c'est mieux. Pourquoi? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que le pion fait simplement diversion, c'est-à-dire qu'il est loin et c'est forcément le roi qui va venir le chercher. Et pendant ce temps-là, donc pendant que le roi va prendre des temps et des temps pour aller chercher le pion, qui sera passé et éloigné, notre roi à nous, lui, va pouvoir se ruer dans les brancards et aller manger tous les pions adverses de l'autre côté. Bon alors, je crois que déjà, il y a la position de base qu'il faut connaître. On va la regarder. Vous avez deux rois sur l'échiquier qui sont en opposition. D'un côté de l'échiquier, sur les cases A2, A4. Et vous avez un pion de l'autre côté, sur le pion H. Alors comment il faut faire ici? Alors, nous avions déjà vu cette position dans la leçon précédente. Effectivement, il y a un pion passé là qui est éloigné. Le pion est passé, il n'a pas d'opposant. Il est également éloigné puisqu'il est très loin des rois. Alors c'est au noir de jouer. Il joue comme premier coup 1, roi B5, très logique. Donc on essaye de courir vers le pion pour l'empêcher d'aller à dame. Le roi court vers le pion, mais donc le pion avance bien entendu de 2 cases. On rappelle que le pion peut avancer de 2 cases même à la fin de la partie. D'accord. Quand il est sur sa case de départ. Quand il est sur la case de départ. Le pion avance et là, donc on s'aperçoit, on va refaire le carré du pion. C'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois. C'est-à-dire qu'on forme une sorte de carré. Donc voilà, vous voyez, vous tracez une diagonale. Ensuite, à partir de là, vous remontez jusqu'à la hauteur du pion. Et là, nous avons le carré. C'est-à-dire que si le roi noir, enfin le roi ennemi au pion, arrive à se mettre dans ces cases vertes, dans ce réseau de cases vertes, eh bien, il va stopper le pion, il va l'arrêter, il va même le manger. D'accord. Alors, pour tirer le carré, on prend la diagonale qui part du pion. Qui part du pion et ensuite on forme le carré. Bon. Donc ici, on s'aperçoit très vite que le roi n'est pas dedans. Donc, forcément, le pion va aller tout seul à dame. C'est un exemple, le pion étant passé, personne ne l'arrête à part le roi. Le roi n'étant pas dans le carré, il est donc trop loin. Là, et on s'aperçoit que il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait dame. On fait promotion dame. Promotion dame. Encore une fois, on a le choix de choisir une dame, un cavalier, un fou, une tour, mais on prend évidemment la dame, puisqu'après on a une finale technique, roi et dame contre roi, qu'on a déjà vue. Oui. Et que donc, je vous répète, c'est important que vous pouvez retrouver en différé sur Canal Web, sur Diagonale. Vous cliquez, vous avez un problème technique, vous revoyez ces finales. Il faut les connaître. Tous les joueurs, il n'y a pas besoin d'être grand maître ni de maître, tous les joueurs de compétition connaissent ça par cœur. Roi et dame contre roi, c'est effectivement la finale de base. Donc ici, une fois que vous avez fait dame, vous savez mater, donc c'est terminé. Alors, on revoit une dernière fois cette position de départ. On voit que dans cette position, le pion blanc en H2, qui est ici vert, il est passé, il est éloigné, et donc il suffit tout seul à gagner la partie. Donc on va maintenant passer à un deuxième exemple, plus complexe. Oui, parce que là c'est simple. Cet exemple-là était simple. On comprend le pion doit aller foncer vers la dame. Alors là, effectivement, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des pions en plus et ils ne sont pas là que pour décorer. Voilà, il y a donc une grosse différence. Il y a ça. Alors rappelons-nous, on l'a vu dans la leçon de la dernière fois sur le thème un pion suffit, que cette formation-là, si on enlève les pions qui sont verts, c'est-à-dire si on laisse que les pièces rouges, cette position est nulle. C'est le fameux pion H ou A, le pion qui est donc sur le côté, ne gagne pratiquement jamais, spécialement quand le roi ennemi est proche. Donc là, ça serait tout simplement nul s'il n'y avait pas ces pions en vert de l'autre côté de l'échiquier. Voilà. Et c'est là justement que le pion passé éloigné va faire sa diversion. Alors, la méthode, là on va être didactique, la méthode c'est d'abord prendre l'opposition, on va en dire un demi-mot, je sais que tu vas revenir là-dessus parce que c'est fondamental, mais un petit mot sur l'opposition. Un petit mot sur l'opposition, c'est donc les fameux rois, on met son roi en face du roi ennemi et on gagne du terrain puisqu'il est obligé de faire des concessions. Alors ici, le premier coup blanc est 1, roi F4. On prend l'opposition, effectivement, on se met face au roi ennemi.
L'idée dans cette finale, c'est très simple. C'est que là, le roi noir, maintenant, est devant un curieux dilemme. Est-ce qu'il faut aller prendre le pion blanc qui est en H4, le pion blanc qui est tout seul ici, ou est-ce qu'il faut aller défendre son pion ici en B6? Le roi noir ne sait pas trop. Il ne va pas pouvoir faire les deux. Et il ne pourra pas faire les deux. Voilà, c'est la clé de l'énigme. Donc considérons dans un premier temps qu'il va essayer de manger le pion blanc, qu'il va aller arrêter le pion blanc. Alors là, côté blanc, c'est très simple. Le pion là va être sacrifié, sacrifié tout simplement, il fait une diversion. Et nous, avec notre roi, on fonce de l'autre côté. Donc là, on prend un contre-pied. Le roi noir vient manger le pion. Mais là, on s'aperçoit qu'il est quand même très très en retard, il est sérieusement en retard. Puisque nous, on continue notre marche vers les pions, il revient, il essaie de revenir tout au moins, on prend le premier pion, il revient encore, et on prend encore un pion. Et là, c'est une finale très très simple à gagner. Pourquoi? Eh bien, la méthode la plus simple pour gagner cette finale, on fait abstraction du pion B3, on n'en a pas besoin. On amène le roi là, il contrôle déjà ces trois cases-là, et on va avancer notre pion H. Bon, là c'est gagné. Mais ça, alors, c'est bon, hein, je crois que ton image de contre-pied, c'est exactement comme au foot ou au tennis. C'est-à-dire qu'on fait croire qu'on va d'un côté, le pion de plus, le pion passé éloigné, oblige le roi d'aller dans un côté et on passe de l'autre. On donne un petit coup de rein et il n'y a rien à faire. Donc c'est simple, on insiste là-dessus, c'est vraiment très important. Ici, le pion passé éloigné va obliger le roi noir de s'occuper de lui parce que c'est une menace. Hein. Nimzowitsch disait que un pion passé, c'était un assassin potentiel. C'est-à-dire qu'il faut essayer de le tenir en respect. Le problème, c'est que s'il tient en respect, il ne peut pas les défendre, les pauvres pions. Donc voyons une deuxième possibilité pour les noirs. Il faut y aller doucement. Dans cette position, une nouvelle possibilité, c'est-à-dire qu'il dit « je ne vais pas arrêter le pion. Je ne bouge pas. Je vais aller défendre les miens. » C'est-à-dire qu'il joue comme ça. Possibilité. Il se dit « je vais aller défendre mes pions. » Alors dans ce cas-là, eh bien, il suffit de pousser un peu plus la diversion. On avance notre pion. Pourquoi pas? Donc là, par contre, il ne peut pas sortir du carré. Revoyons le carré encore une fois. Le carré étant là, il est obligé de rester là-dedans, sinon le pion passe à dame. Voilà, donc le roi doit rester. Donc il ne peut pas aller sur la case, une case piégée, ici serait la case D6. Donc il ne peut pas aller dessus. Donc il reviendrait logiquement en F6. Et là, on repart, tout simplement. Là, il essaye de rester encore. Il essaye là, hein, finalement au centre. Il peut essayer de rester là, mais là, on continuerait, on renverrait la diversion. Alors là, le carré se réduit. Hein. Donc il est obligé de re-rentrer dans le carré. Là, il faut qu'il rentre dans le carré. C'est-à-dire qu'il reviendrait, par exemple, sur la case. Et là, il est obligé de lâcher les cases. Et là, il lâche l'affaire. On va aller manger ces deux pions. Donc ça, c'est, revenons sur la position de départ. Une position très simple. Les blancs ont un pion H4, qui est un pion passé éloigné. On ne le redira jamais assez. C'est exactement la définition de ce pion. De l'autre côté, il y a des pions qui se tiennent en vis-à-vis. Et là, tout simplement, on fait diversion. On va d'un côté avec le roi attaquer les pions ennemis. De l'autre côté, on avance notre pion passé. Et tout simplement, ça suffit pour gagner. Donc alors, je reviens aussi pour être plus général, c'est un pion, tu nous l'as dit, tu nous le redis, un pion souvent suffit pour gagner. Bon, il y a quelques cas nuls, mais alors quand il y a deux pions d'avance, ça gagne à 95%. Hein? Oui. Là, parce que on l'a vu, vous inquiétez pas, il faut simplement aller doucement. Regardez quand même que ces finales qui sont simples demandent de la méthode. C'est-à-dire qu'il faut quand même y aller doucement, bien faire, soufflez. Un peu comme nous, souffler. On a vu dans le stress, il faut savoir qu'aussi, dans compétition, dans le stress, parfois ça se passe tout ça au bout de 3-4 heures de jeu, 5 heures de jeu, on peut se fatiguer. Donc il faut aller doucement, vous savez que là vous êtes gagnant, donc vous prenez votre temps. Oui, non, c'est clair. En tout cas, dans une finale option, il ne faut pas jouer au coup par coup. Ça, c'est un grand principe. Élaborez votre plan, travaillez tranquillement votre stratégie. Dites-vous qu'il y a un pion passé qui va aller là, le roi qui va aller de l'autre côté. Tout ça très calmement. Une fois qu'on a trouvé le plan de gain qui est ici une diversion bête et méchante, c'est-à-dire deux menaces à la fois, il ne peut pas parer les deux. Une fois qu'on a bien trouvé ce plan, eh bien là, on commence à jouer les coups, on commence à se concentrer sur les coups. Donc là, je pense que cet exemple est assez clair. Oui, en tout cas, vous l'aurez un jour, vous n'aurez peut-être pas exactement cette position, mais vous allez retrouver ça. Il faut savoir que ça arrive souvent, vous avez bien joué une partie, vous avez un pion d'avance, il faut en faire quelque chose. Oui. Donc ici, voilà, curieux dilemme, si les pions côté gauche de l'échiquier n'étaient pas là, ça serait complètement nul. Le fait est qu'ils sont là et donc ils nous permettent de faire cette diversion et de gagner la partie. Alors un petit troisième exemple? Alors oui, puis on monte en difficulté, c'est-à-dire qu'on a vu, alors là, ça devient déjà un peu plus compliqué. Alors là, ça devient un peu atypique même, je dirais. Un peu atypique. C'est-à-dire que… D'abord, Eloi a voulu absolument mais c'est bien, c'est bien. D'abord, on a égalité matérielle. Comptons le matériel. Il faut toujours dire ça aux échecs.
ça va vous sembler un petit peu fastidieux, mais après ça devient presque un réflexe. On compte toujours le matériel. Ici, vous avez 2 pions blancs contre 2 pions noirs. Donc a priori, il y a une relative égalité. Vous pouvez le savoir. Mais alors, il y a une grosse différence. Enfin, chaque camp a 2 pions passés. Les noirs ont 2 pions passés ici, passés toujours dans le sens où il n'y a pas de pion blanc pour les arrêter. Et les blancs ont 2 pions passés ici. Donc on va me dire quelle est la différence. Eh bien tout simplement, les pions noirs ils sont groupés, alors que les pions blancs sont splittés. Ou disons éloignés les uns des autres. Donc tout ça va entraîner un… Oui, mais moi, là je vais t'embêter un petit peu. C'est-à-dire que souvent… dans le début de partie, dans le milieu de partie, on dit il vaut mieux grouper ses pions, c'est mieux quand 2 pions sont liés, etc. Alors donc en finale, c'est pas vrai. Alors voilà, donc là j'ai une explication. Un peu de stratégie générale. Oui, une explication simple, c'est que vous voyez que les 2 pions qui sont là se défendent mutuellement. Et ça c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'il suffit de défendre celui qui est là, le pion B4, il n'y en a qu'un seul à défendre, puisque lui-même défend l'autre. Ça c'est l'avantage des pions groupés. Les pions éloignés, effectivement, ne se défendent pas entre eux. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe en milieu de jeu, il y a des pièces qui ont des portées très longues, qui vont très vite d'un bout à l'autre de l'échiquier. Donc là, pour eux, les pions passés éloignés, c'est de la rigolade. C'est-à-dire qu'ils vont très très vite d'un bout à l'autre de l'échiquier, donc il n'y a pas de problème, ils arrêtent le pion sur la case de promotion où ils veulent. Donc là, priorité à la défense, il faut défendre ces pions. En revanche, quand il n'y a plus que les rois, qui est une pièce quand même assez lente, puisqu'elle se déplace que d'une case à la fois, là, la priorité est à la diversification. D'accord. Donc, les 2 pions-là ne font pas une menace vraiment diversifiée. Ils n'arrivent pas à dominer, ils contrôlent le roi sans le dominer. Voilà, ils contrôlent le roi sans le dominer, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le roi, là, ne peut pas prendre ce pion. Oui, alors pourquoi? Puisqu'à ce moment-là, il sortirait du carré de l'autre pion, le pion A3. D'accord. Qui est ici. Donc si le roi se met sur la case rouge, qui est toujours, donc, disons, une case piégée, d'accord. À ce moment-là, le pion irait à dame. D'ailleurs, on peut le montrer. Voilà, oui. Donc le roi prend le pion, malheureusement… Ah, c'est ça, voilà, d'accord. Malheureusement, le pion avance. Voilà, maintenant le pion avance et il va irrémédiablement à dame et ça gagne. Alors ça va gagner puisque la dame étant une pièce à longue portée. Donc là, comment on fait là? On va manger tous les pions. Il faut manger tous les pions. Il faut commencer par manger les pions. On mange les pions. On se met dans notre finale thématique qu'on connaît bien, qu'on a déjà vu, roi et dame contre roi, et on mate. Alors, donc, dans cette position-là, effectivement, les blancs ne peuvent pas prendre le pion, ne peuvent pas progresser de ce côté-là de l'échiquier. Ouais. Alors maintenant, côté noir, qu'est-ce qui se passe? Puisque là, l'échiquier est vraiment séparé en deux. Ouais. Le roi blanc ne peut pas aller du côté droit de l'échiquier et inversement. Qu'est-ce qui se passe? On a 2 pions passés. Il va falloir en avancer. Il va falloir les avancer. Sinon, si on ne va pas à dame, on ne gagnera pas. Donc, alors, une proposition, c'est le coup H5. Donc, toi, tu donnes le plus éloigné pour le mettre très loin, le roi noir. Éloigner le roi noir au maximum. Donc, très logiquement, le roi noir vient en G5. Il veut essayer de l'arrêter, de le manger. Mais là, la menace est sérieuse. La menace est de prendre le pion. D'accord. Malheureusement, il y a le deuxième pion, la deuxième diversion qui monte en D5. Qui monte sur cette case-là. Il y a une sorte, il y a un chasseur, mais il y a 2 lapins, c'est ça? Il y a 2 lapins. Voilà. Et oui. Donc là, on reforme le carré de ce pion. Et on voit tout de suite que le pion H5, il est en dehors du carré. Ouais, c'est-à-dire que si maintenant le roi noir prend le pion, l'autre est inarrêtable. Voilà, donc on peut le regarder. Ouais. Roi prend H5 est une possibilité. Il y aurait D6. Voilà. Le roi monte en G6. Oui. D7. Voilà. On voit bien que c'est trop tard. Voilà. Donc c'est pas possible puisqu'après donc roi F7, on fait dame. Et maintenant, ça devient une partie de plaisir. La dame va ramasser les 2 pions noirs et on mate. D'accord. Ça, bon, je pense qu'on l'a bien saisi. Donc D5. Donc revoyons. Ouais. On a commencé par jouer H5. Ouais. Le roi est venu vers ce pion. D'accord. On avance le deuxième. Et donc là, alors là, le roi, il va essayer entre deux feux. Il ne peut pas prendre le pion H5, donc il essaye de contrôler les 2 pions. Est-ce que c'est possible? Alors il vient sur la case F5. F5. Il se met entre les deux, quoi. Il se met entre les deux. Donc là, c'est le gardien de but. Il est prêt. Il est prêt. Donc on en choisit un à avancer, puisque là ça ne change plus rien. D'accord. On prend le pion D6, on l'avance. D'accord. Ça aurait été pareil avec l'autre pion. Ce qu'il faut, c'est en réalité, c'est le mettre entre l'écartelé. Là, c'est plutôt un C'est un écartelé. C'est Ravaillac. Là, le pauvre roi, c'est Ravaillac. Oui, c'est ça. C'est Ravaillac qui s'est fait écarteler en mai 1610. Et je pense à lui parce que c'est l'anniversaire de sa mort, à Ravaillac. Bien. Voilà. Bon, passer cette précision historique, voilà. Nous pouvons voir que là, une fois de plus, même topo, on attaque le pion. Ouais. Donc les blancs vont de l'autre côté,
on revoit le carré de ce pion, il est ici. On peut faire une comparaison avec le foot, c'est le travail sur les ailes. Hein, c'est-à-dire que souvent on dit il faut des ailiers, on va sur les ailes pour élargir le jeu et finalement élargir la défense. C'est exactement ce qui se passe. Oui. Bon, c'est une comparaison comme une autre, mais oui. On peut aussi voir ça comme un contre-pied au tennis. Contre-pied au tennis. C'est-à-dire qu'on joue à droite, à gauche, à droite, et finalement… On ne peut pas aller de tous les côtés. On ne peut pas aller de tous les côtés. Donc ici, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que le roi vient aussi s'attaquer le pion, on avance la deuxième menace, Ouais. Il continue à tenter de garder le contrôle, Ouais. mais là, suffit d'en avancer un. Alors, le roi est obligé de revenir ici. Et là, Et maintenant, on maintenant, comprend. un vrai plaisir, on avance l'autre, et ça va être très très simple à gagner. Donc là, on reprend un peu cet exemple. On était à égalité de matériel, 2 pions liés contre 2 pions passés éloignés. Et là, ils peuvent en finale être plus forts parce qu'effectivement, comme ils sont éloignés du roi finalement aussi. Oui. Ils vont éloigner le roi et le roi ne va pas pouvoir les arrêter en même temps. Donc sachez, faut que vous, quand vous allez sur diagonale, vous prenez votre temps, vous revoyez ces exemples, ils vont vous servir tout le temps. Non mais ça paraît un peu fastidieux et vous verrez petit à petit qu'on va vous trouver des exemples où il y a des superbes combinaisons. Parce que là, on vous montre la base, mais tout revient à ça. Oui, c'est-à-dire que finalement, ce que vous voyez là est assez simple à comprendre, vous l'aurez compris très vite. Par contre, ce qui est plus dur, c'est de l'intégrer complètement à sa façon de penser aux échecs. Ce qui fait que quand on commence une combinaison complexe qui aboutit justement à ce genre de position, on les évalue immédiatement et on sait si ça gagne ou si c'est nul. Ce qui évite d'avoir à calculer ça en partie, ce qui commencerait à être vraiment, vraiment lourd en calcul. Donc là, maintenant ça doit être intuitif, vous voyez, finale de pion, pion passé éloigné, c'est bon. Pourquoi? Alors c'est là qu'on va peut-être arriver à notre exemple le plus compliqué. Bah, c'est-à-dire qu'on peut, si on sait ça, on va essayer de créer un pion passé éloigné. Voilà. Oui. Enfin, maintenant, on va revenir un peu avant. Voyez-vous, c'est aux échecs finalement. C'est là où ça sert de connaître les fins. Parce qu'on sait que c'est gagne. On sait que ça gagne, pardon. On sait que ça gagne. On sait que ça gagne. On sait que ça gagne. Voilà. Donc nous arrivons dans une finale de pion. Donc cette fois, ça va être de plus en plus compliqué. C'est-à-dire qu'avant, c'était 1 contre 0. Ensuite, 3 contre 2, 2 contre 2. Et cette fois-ci, 3 contre 3. Il y a toujours de plus en plus de pions. Alors ici, voilà, une position qui a l'air a priori nulle. Puisque il y a 2 rois et 3 pions pour chaque camp. On se demande presque qui est mieux dans cette position. Alors, réponse. Premièrement, les blancs ont un avantage d'espace. Et ça, c'est important puisqu'ils ont des pions qui sont plus avancés. Avec ces 2 pions-là sont plus avancés que les 2 pions noirs. Pourquoi c'est important d'être plus avancé? C'est simplement parce qu'on est plus près de la case de promotion. Donc très important. Regardez, on reprend des petits trucs parce que finalement, il ne faut pas faire travailler votre mémoire. On regarde l'espace. Si on a un peu plus d'espace que l'autre, c'est souvent un peu mieux. La position des rois, le roi, on l'a vu dans tous nos exemples, le roi est une pièce maîtresse pendant toute la partie, mais très importante en fin de partie, puisque souvent, justement, là, il risque plus d'être maté. Donc, il fait quelque chose. Oui, ça c'est une précision importante qu'on n'avait pas faite encore. Ouais. C'est effectivement, le roi devient une pièce forte en finale, déjà en finale de pion particulièrement, déjà parce que c'est la seule pièce, donc parce qu'il peut revenir en arrière, et surtout parce qu'il ne se fait pas mater. En tout cas, c'est des cas extrêmement rares. On met le roi en finale de pion. Moi, on peut peut-être aussi, on a du temps là, oui, Éloi, on a du temps. Il y a d'excellents bouquins sur les finales. J'en connais quelques-uns. Vous avez le bouquin de Samuel Chereshevski. Enfin, je ne sais pas si c'est de Chereshevski, je suis sûr. Chereshevski, c'est pas Reshevski, c'est Chereshevski. Oui. Et qui parle réellement de ça avec des exemples de finale, de passage en finale. Et surtout, toujours, il insiste, je me souviens, il insiste toujours sur l'activité du roi en finale. Sinon, vous avez le Kérès qui est un excellent bouquin, ou le Pachman. Oui, alors le Kérès c'est un petit peu plus technique, c'est-à-dire que je dirais, en fait, voyez, vous avez plusieurs types de livres pour les finales, donc ça on va faire une petite précision biographique. Oui, non, parce que c'est important, parce que ça se travaille. Oui, donc vous avez celui que vous voulez, on va prendre le Kérès pour commencer, oui, je crois qui lui étudie les finales plus mathématiquement, je dirais. C'est-à-dire c'est les finales de tour où tout est forcé, où il y a beaucoup de… c'est plutôt calculatoire. Donc plus technique, évidemment, plus technique, plus fastidieux. Ils sont un peu plus forts, c'est ce que tu veux dire. Oui, tout à fait. Alors que l'autre, donc le fameux Chereshevski, qui s'appelle Mastering the Endgame, voilà. Lui, il est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus décontracté.
Il vous dit simplement où mettre vos pièces, quoi faire, est-ce qu'il faut se presser, comment est-ce qu'on va gagner les finales en général. Il étudie les finales complexes avec des pièces mineures, c'est-à-dire les finales de fou, les finales de cavalier, alors que Keres, c'est plutôt les finales de tour qui sont plus mathématiques. D'accord. Donc il y a deux types de livres. Évidemment, pour commencer à s'imprégner de l'esprit des finales, il vaut mieux commencer par les finales philosophiques, appelons-les comme ça, celles où il faut raisonner d'une façon plus tranquille, c'est-à-dire se dire mon fou serait mieux ici, mon cavalier serait mieux là, plutôt que se dire là il faut faire ça, 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 ça et ça, et c'est forcé, et je vais gagner comme ça. Et puis c'est peut-être la bonne méthode. Capablanca faisait comme ça. Eh bien si Capablanca le faisait. Et il y a effectivement un bouquin extraordinaire, on va parler de Capablanca, qui lui croyait véritablement à l'apprentissage du jeu d'échecs par les finales, ces principes fondamentaux de José Raúl Capablanca. On vous le rappelle, c'est le champion des années 1900-1920. Et c'était un joueur qui était connu pour avoir une science des finales. C'était un joueur esthétique et il croyait beaucoup aux finales. Alors on va revenir à cet exemple. Revenons-en à ce dernier exemple de la leçon sur le pion passé éloigné. Que se passe-t-il? Il y a égalité matérielle. Mais ici, les blancs ont un gros avantage, c'est que donc chaque camp a un pion passé, le pion blanc passé est ici, alors que le pion noir est ici. Donc le pion blanc, en fait, est éloigné. Il est éloigné comparé au pion noir qui est plus central. Et ça change tout, ça change vraiment tout. Donc l'idée, dans un premier temps, c'est de créer le pion passé, de vraiment le mettre en valeur, le mettre en avant, expliquer qu'il est là. On joue le coup A4, A5. Donc là, on crée et on menace. Eh bien, on menace tout simplement d'avancer une fois de plus, et d'avancer encore, et encore. On menace de passer à dame, donc il faut faire quelque chose. Là, il faut nécessairement réagir. Plusieurs possibilités. Il y aurait roi C6 qui est possible, il y aurait pion prend pion. Donc on va commencer par pion prend pion, qui est le plus simple. Bon, là, il faut reprendre évidemment. On reprend. On reprend toujours en finale de Oui, il y a pas, comme dit Joseph Dorfman, en finale, il n'y a pas de sacrifice de pion. Ça paraît être un bon principe, puisqu'il y a juste plus d'initiative. Il y a beaucoup de la palissade aux échecs, mais qui font une autre de Tartakovets. On n'a jamais gagné une partie en abandonnant. Mais qui sont beaucoup moins idiotes qu'elles sont l'air au premier abord. Donc ici, le roi vient chercher le pion, ça paraît logique. Et maintenant, on voit que le roi est très bien placé ici. On n'a pas envie d'amener notre pion en pâture au roi, ça serait une faute. D'ailleurs, nous pouvons regarder ce coup, A5, A6, qui est une faute grave. Donc, puisque après roi B6, roi D5, roi prend, roi C6, on ne sait pas trop. Mais a priori, je n'ai pas d'a priori, je pense que ça va peut-être gagner quand même. Mais donc, rectification de ce que j'ai dit, c'est un peu plus acrobatique. Non, mais c'est acrobatique. C'est-à-dire que ça va se jouer au temps près et c'est effectivement pas une bonne méthode. C'est pas une méthode en fait, tout simplement. Donc revoyons, dans cette position-là, plutôt que d'avancer le pion tout de suite alors qu'il serait mangé par le roi noir. Et d'ailleurs, c'est une bonne méthode. On joue un coup de roi. Les coups de roi ne changent souvent, sont des coups de repos. Permettent de jouer. Les coups de pion, de toute façon, pendant toute la partie, ça on peut vraiment donner une règle, ce sont des coups compromettants. Pas forcément mauvais, mais compromettants. Oui. Voilà. Oui. C'est Joseph Dorfman qu'on va imiter, dit le coup de pion agit beaucoup plus sur la structure de la partie. Et voilà, on se moque de lui, mais au fond on l'aime bien parce qu'en plus il a quand même beaucoup aidé les échecs français en dispensant des cours à, je dirais, du débutant au grand maître. C'est tout à fait vrai. Alors l'idée de ce coup, donc roi en B4, c'est que ça donne le trait au noir. Donc ça, c'est une sorte de mini zugzwang, comme on appelle ça. Alors zugzwang, là, c'est un terme compliqué quand même. Zugzwang, ça vient de l'allemand. Je ne sais pas ce que. Enfin, je connais le sens, mais pas la traduction littérale. Ça veut dire la traduction littérale, c'est très forcé. C'est-à-dire qu'aux échecs, on redit les règles, c'est important de connaître. On n'a pas le droit de passer. Au bridge, on passe. Dans beaucoup de jeux, on passe. Aux échecs, on est obligé de jouer, comme au jeu de dames d'ailleurs. Et parfois, c'est souvent un avantage le fait de jouer, mais en finale, ça peut être un désavantage. Donc ici, on dit aux noirs, jouez parce que vous n'avez pas beaucoup de coups et vous allez être obligé de vous affaiblir. Voilà, les noirs vont faire une concession ici, puisqu'ils sont obligés d'enlever leur roi de cette case. Ils ne peuvent pas jouer de pion, puisque leurs pions sont bloqués. Ils sont obligés de jouer le roi, et la case C6 sur laquelle ils se trouvent était la plus forte, la meilleure. Donc ils sont obligés de partir, par exemple en B7. Maintenant, évidemment, on gagne du T1, on joue roi B5. Alors là, les noirs n'ont pas trop le choix dans cette position. S'ils avancent leur pion, ils vont se le faire manger, il faut qu'ils bougent le roi. Et maintenant, on y va, roi C6. Voilà. On va commencer à ramasser ce pion. Deux possibilités.
Soit les noirs contre-attaquent et montent en A6, ce qu'on va voir maintenant, on verra la deuxième plus tard. Là, on prend le pion, il prend notre pion, et maintenant… Ben, on a un peu la même méthode que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a éloigné le roi. L'avantage d'avoir un pion passé éloigné, c'est que ça éloigne le roi adverse, qui doit faire attention, et maintenant on va foncer pour manger ce pion. Hein. Voilà, on va prendre le dernier pion. Donc là. Très vite, vous voyez, il n'y a rien à faire. On l'a mangé. Et regardez, là il y a encore quelques coups techniques, il faut Eloi que tu les expliques un petit peu, parce qu'on peut… C'est difficile aux échecs, il ne faut jamais, on le redit, il faut jamais croire que c'est facile. Hein. Donc cette finale-là, on l'a déjà vue dans la leçon de la dernière fois, la leçon de lundi dernier. Après roi F7 par exemple, ici, il suffit d'avancer le pion et ça va gagner très facilement, puisqu'après roi G6, on prend l'opposition. On prend l'opposition. Donc là, c'est vraiment un rappel pour cette finale. Ouais. Roi H8, roi F7. De toute façon, il devait choisir son côté, on allait de l'autre. Ouais. Maintenant, c'est fini, puisqu'on contrôle les 3 cases d'avancée du pion, il n'y a plus qu'à l'avancer. Donc tout simplement, une fois qu'on a pris le pion, c'est roi et pion contre pion, roi et pion contre roi, on sait faire. Il y avait une autre possibilité dans cette position-là, non c'était avant d'ailleurs, c'est la position ici, roi 7, roi C6. On aurait pu se dire avec les noirs, eh ben tiens, je vais défendre mon pion, je vais jouer roi ici. Et alors là, tout simplement, on avance notre pion, et ça ne va pas changer grand-chose. Ouais. Puisque là, s'il vient en C8, eh bien on va pousser notre pion, il n'aura plus de coups. On va aller à dame. Il vient donc en A7, très logiquement. C'est la même position que tout à l'heure, Voilà. grosso modo. Alors qu'est-ce qui se passe? On va faire une petite analyse quand même de ce qui se passe. C'est que les blancs avaient un pion passé sur la colonne A et les noirs sur la colonne C. Et au final, dans toutes les variantes, le roi noir a été mangé le pion sur la colonne A, alors que le roi blanc a été mangé sur la colonne C. Donc, le roi blanc se retrouve mieux placé, puisque justement il est plus proche du pion ennemi, et c'est toujours pour ça que ça gagne dans cette finale. Alors, on peut revoir la position de départ. Donc on reprend ces fautes didactiques. Ici, égalité matérielle, les blancs ont un pion passé éloigné, le pion A à gauche de l'échiquier, et il faut créer un pion passé. L'idée, c'est de… les grandes règles dans les finales de pions, c'est l'activité du roi et la création d'un pion passé. C'est 2 éléments très importants. On ne va pas donner d'ordre, je vous l'ai donné dans cet ordre-là. Il faut évidemment combiner ces deux choses. Oui. Oui, il faut combiner les deux choses. Moi, je donnerais plutôt la priorité à l'avancée du roi. Mais bon, c'est un avis personnel peut-être. Je pense qu'il faut toujours amener le roi au plus vite. En tout cas, le réflexe en finale, c'est amener le roi vers le centre. Ici, on a déjà notre roi vers le centre dans la position de départ. Donc, deuxième réflexe, on crée un pion passé au plus vite. On joue donc à 5. Il prend, on reprend. Il revient. La petite truc, petite astuce, on voit que le roi noir est très bien placé, il est sur sa meilleure case, en C6. On gagne donc un temps en jouant roi B4, on le force à bouger, à se déloger de cette case. Il vient en B7, on gagne du terrain, roi B5, roi A7, roi C6. Et là, comme d'habitude, toutes les conclusions vont être les mêmes. On va prendre le pion sur la colonne C pendant que les noirs le prendront sur la colonne la plus éloignée, la colonne A. Et donc on aura gagné cette finale puisqu'on sera plus proche de la dernière faiblesse qui est donc le pion G5. Qu'est-ce qu'il faut faire un bilan de tout ça? Je t'écoutais parce qu'on est passionné par les échecs. Non, ce qu'il faut, c'est vraiment faire donc en finale, on répète, il faut faire très attention. Le but, c'est la promotion. C'est d'abord l'activité du roi. Effectivement, tout à l'heure, je voulais dire, il faut combiner les deux. C'est d'abord l'activité du roi qui va vous permettre de rentrer dans la position. Création d'un pion passé éloigné. Et puis, je crois qu'on nous fait signe. Faut se dire au revoir. Alors, Eloi, à bientôt. Eh bien, à lundi prochain. À lundi prochain pour une nouvelle leçon. Sur quel thème? Le thème de la prochaine leçon sera l'opposition en finale de pion. Ça sera une des dernières sur les finales de pion. Donc, chasser le roi ennemi, gagner du terrain. Bref, un autre thème très important des finales de pion à suivre dans Diagonale de la leçon. Chers télénautes, au revoir.